Bonsoir à tous, pardon du retard, bienvenue dans le grand studio du Figaro, on est à direct, on est avec vous et c'est Figaro Live. Faut-il un front républicain contre Mélenchon et la France insoumise? Ça c'est la question qu'on vous pose sur le site du Figaro depuis le milieu de la journée. Je vous propose d'en débattre ce soir avec Vincent Trémollet de Villers. Bonsoir Vincent, directeur adjoint de la rédaction du Figaro et coordinateur entre autres d'Éloge de la politique, un ouvrage collectif sur les grands textes et les grands auteurs. Et c'est aux éditions Talendier. Et avec nous, avec vous ce soir, une autre éditrice, Valérie Saporta. Bonsoir. Alors Isabelle, mais Valérie c'est bien Valérie aussi. Non mais j'aime bien Valérie aussi. Valérie, c'est pas bien, c'est Isabelle Saporta, bien entendu. Honte à moi, honte à moi. Ancienne journaliste, alors on va tout contrôler. Ancienne journaliste RTL, oui. Vrai, faux. Vrai. Éditrice, vrai, faux. Vrai. Écologiste dans l'âme, vrai, faux. Oui, vous avez raison. Bah, vous voyez, vous aviez quasiment tout bon. Et oui, excusez-moi, mais c'est parce que, vous savez pourquoi? Parce que c'est l'émotion. D'abord, parce que ça fait quand même longtemps que vous n'êtes pas venu nous voir. Je sais, et voilà, c'est ça, loin des yeux, et, bon, pas loin du cœur, même si on en a, je ne sais pas si on en a un. Mais c'est parce qu'il y a aussi une Valérie Saporta au Figaro. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'en écrivant trop vite, la prochaine fois, je vérifierai. Merci de faire le fact-checking avec nous ce soir. Vous êtes l'auteur de l'indispensable, entre autres, Rendez-nous la France, en finir avec la caste qui paralyse notre pays. Et là encore, c'est aux éditions Fayard. L'autre question qu'on vous pose, on va y revenir, hein. L'autre question qu'on vous pose ce soir, c'est quel sera, selon vous, l'impact des élections régionales sur 2022 ? Eh bien, on attend, cher Vincent, chère Isabelle, vos points de vue et, bien sûr, les vôtres, chers internautes. Mais d'abord, si vous aimez l'histoire de la 4e République, son front du refus pour barrer à l'époque la route au Parti communiste, vous allez adorer la séquence du jour. Elle se résume dans la question posée donc sur le site du Figaro, faut-il un front républicain contre Mélenchon et la France insoumise ? Alors, pour Manuel Valls, qui appelle à voter justement contre l'union de la gauche en Île-de-France, eh bien, la réponse ne fait aucun doute. On l'écoute. Si on considère qu'il y a en effet un danger à partir de l'addition des trois listes de gauche face en plus à l'abstention massive, alors il faut voter pour Valérie Pécresse, il ne faut pas hésiter. Et comme je suis franc, direct, je voterai Valérie Pécresse parce que je considère qu'il y a ce danger. Et alors, vous avez maintenant d'autres nuances, d'autres points de vue. Celui du conseiller régional PS sortant, François Calfon, invité ici même sur le plateau du Talk à midi, qui fait cette différence. Au jour d'aujourd'hui, M. Mélenchon est devenu un problème pour la gauche. Il faut le dire clairement. Et quand j'entends ces lieutenants le défendre, je n'entends pas le même discours. Jean-Luc Mélenchon a versé dans le complotisme, de façon tout à fait évidente et de manière assez abjecte. Alors ces lieutenants, M. Quatennens, M. Corbière l'ont défendu autant qu'ils le pouvaient. Coquerel. M. Coquerel. Mais quand je les entends s'exprimer, je n'entends pas ce complotisme. Alors parmi les lieutenants de Jean-Luc Mélenchon, il y en a une que n'a pas citée François Calfon, c'est Clémentine Autain, mais Anne Hidalgo a abordé son cas. Écoutez. Vous dites c'est Clémentine Autain et Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la même chose. Je pense que ça n'est pas tout à fait la même chose et il faut se donner des chances de dépasser des choses qui sont choquantes. Alors, donc on peut dépasser des choses qui sont choquantes, donc avec Éric Coquerel, Adrien Quatennens, Alexis Corbière et Clémentine Autain. Vincent, c'est Mélenchon l'ennemi, le seul ennemi ? Mais ce n'est pas Mélenchon l'ennemi. Mélenchon peut s'exprimer tant qu'il reste dans un cadre que la loi autorise. Il dit ce qu'il veut. Après, s'il dit des bêtises, il en dit beaucoup, il fait très peu de voix. Et voilà, parce qu'il était quand même à 19%. Et je pense que s'il continue sur le chemin sur lequel il finira à 7 ou 8, moi je pense que la question elle est plus profonde. Elle est quand même dans un bouleversement idéologique dont la gauche est victime et dont les effets vont jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Il y a toute une partie de la gauche qui aujourd'hui croit à un certain nombre de notions que l'on qualifie d'intersectionnelles, un certain nombre de luttes qui se dégagent du principe même de l'universalisme républicain. Donc quand on dit qu'il y a un problème avec les républiques, ce n'est pas un jugement moral que l'on porterait nous, en étant les dépositaires de la République et en disant eux n'ont pas le droit d'y avoir accès, mais c'est eux qui la disqualifient
en disant que son principe même est un principe de domination. Donc à partir de là, ça c'est la doctrine en profondeur, elle remonte et elle arrive dans les propos de certains élus qui veulent correspondre à la fois à l'atmosphère dans laquelle ils évoluent, à une partie de leur électorat. Je crois que c'est vraiment ça, la très grande difficulté devant laquelle on est. Et là, la question que l'on voit apparaître avec cette liste en Île-de-France, et comment dire l'union écologiste, voilà, socialiste et je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est l'écume des choses, et il y a des courants beaucoup plus profonds qui, là, sont très superficiels. Oui, qui sont là, sont très sérieux. C'est-à-dire que je ne crois pas que Audrey Pulvar soit woke. Je ne le crois pas. Je pense qu'Audrey Pulvar est obligée de céder un certain nombre de choses à une certaine nouvelle forme de pensée parce que l'atmosphère politique dans laquelle elle vit le lui impose. Et c'est ça, et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Je voudrais simplement dire que ce sont des choses, Isabelle Saporta les a vues aussi assez tôt, mais que nous, on a vu émerger, il y a 4, 5, 6 ans. Je me souviens notamment de papiers que nous faisait Laurent Bouvet nous disant qu'aux États-Unis, ces phénomènes allaient arriver chez nous. Et je me souviens d'amis très proches et très intelligents et très articulés qui me disaient « Mais vous êtes complètement dingue au Figaro, vous vous intéressez à des trucs dont personne ne parle, qui concernent des minorités extrêmement étroites et qui n'arriveront jamais dans le champ public. » En fait, aujourd'hui, ça arrive dans le débat public, à tel point que ça arrive dans des élections locales. Un certain nombre de ces notions sont invoquées par Valérie Pécresse contre ces gens qui, eux, les défendent. Isabelle, vous avez consacré votre premier livre à cette gauche, qui est à gauche de la gauche, et également altermondialiste. Est-ce que vous pensez, comme Jean-Paul Huchon, que Mélenchon est sorti du rivage républicain ? Quel est justement ce point de vue ? Et est-ce que ça vous paraît absurde de se poser la question justement du front républicain par rapport à Mélenchon ? Alors, je veux dire, je vais revenir, moi, par contre, pardonnez-moi, à l'écume des choses, parce que cette histoire de vous répondrez à ma question. C'est un peu, non, mais c'est un peu l'écume des choses. C'est-à-dire que moi, je voudrais bien penser que sa parole est vraie et forte s'il n'avait pas lui-même fait alliance avec le Parti communiste, avec les Verts, quand il était président de région. Il l'a fait à 2 reprises, il l'a fait à la veille de Jean-Paul Huchon. De Jean-Paul Huchon, il l'a fait à la veille du second tour en 2010. Il a lui-même participé à l'élection de Julien Bayou, qu'aujourd'hui il voue aux Gémonies, donc le patron des Verts. Donc, si vous voulez, ce que je trouve un petit peu absurde là-dedans, c'est que ça vient au fond du même bain. Ces gens viennent tous du même bain. Quand j'entends notre ancien Premier ministre Manuel Valls dire que c'est terrible cette gauche, et dans cette liste, celle de Pulvar dont vous parliez tout à l'heure, il y a Emma Cosse. Emma Cosse, c'était sa propre ministre. Emma Cosse, Emmanuel Cosse, c'était aussi la vice-présidente de région de M. Huchon. Donc si vous voulez, moi c'est ça qui me gêne, c'est qu'on a l'impression qu'on est plutôt, et ça c'est quand même un vrai travers de la gauche, ça peut l'être de la droite aussi, mais enfin là en l'occurrence c'est de la gauche, c'est règlement de compte à hockey choral. Et ça, je trouve que c'est assez médiocre. Maintenant, si on doit revenir sur la profondeur des choses... Pardon, mais je vous interromps. Est-ce qu'il ne faut pas voir dans l'attitude et le refus de Jean-Paul Huchon et de soutenir cette liste, justement cette évolution idéologique à gauche dont vient de parler Vincent ? Écoutez, est-ce qu'il y a une vraie différence entre le Bayou d'aujourd'hui et le Bayou d'il y a 11 ans ? J'en suis pas tout à fait certaine. Je pense qu'il s'est plutôt assagi qu'autre chose. Je pense juste, quand j'entends Mme Hidalgo dire qu'elle découvre les Verts avec lesquels elle gouverne depuis bientôt 20 ans, malgré tout, parce qu'entre Delanoë et ses propres mandats successifs, et qu'elle les trouve non républicains, alors que c'est quand même grâce à leur voix qu'elle a été élue, je trouve qu'on est un peu dans la tartufferie. Maintenant, si vous voulez me demander à titre personnel ce que je pense du fait qu'une partie de la gauche a abandonné au fond la lutte des classes pour partir vers des luttes communautaires, je suis en parfait accord avec vous. Moi, je pense que d'ailleurs, ça remonte à bien loin. Je pense que c'est la marche des beurs. C'est au fond, on avait une marche qui disait « reconnaissez-nous » et faites en sorte que nous soyons inclus dans cette société, à qui on a dit « on reconnaît votre différence ». Ça n'était pas la différence qu'il demandait, mais l'inclusion. Donc ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense qu'on s'est perdu. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais il suffit de voir les candidats que propose, par exemple, le Parti socialiste. Je n'ai rien contre Raphaël Glucksmann, que je trouve très brillant. Enfin, malgré tout, c'est un héritier. Je n'ai rien contre Audrey Pulvar, qui est sans doute très brillante aussi. C'est une ancienne vedette de la télévision. Enfin, si le parti de Jean Jaurès n'a finalement que des CSP+++ à proposer,
on est quand même loin des rives des classes populaires et qu'il ne s'étonne pas dès lors que ces classes populaires votent massivement ou s'abstiennent massivement d'ailleurs pour le Rassemblement national. Donc si vous voulez, moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est au fond on est dans un entre-soi le plus total et à l'intérieur de cet entre-soi le plus total, en plus on se castagne, parce que M. Huchon fait mine de découvrir en fait avec qui il a déjà gouverné. C'est ça que je trouve tout à fait gênant. Vous avez absolument raison, mais je pense qu'il y a une nouveauté, c'est dans le rapport de force, c'est-à-dire que dans le cynisme, qui a été celui d'un certain nombre de sociodémocrates, qui étaient sociodémocrates une fois que les portes étaient fermées et qui étaient en privé, mais qui tenaient des discours plus à gauche, et le sommet c'est François Hollande, bien sûr. Il y avait l'idée que la stratégie Terra Nova, donc définie en 2011, qui tendait à sacrifier les catégories populaires pour aller vers les minorités, cette stratégie serait utile pour être élue et qu'ensuite on ferait à peu près ce qu'on veut. Et ce qu'on voit maintenant à gauche, c'est que ces forces minoritaires sont en train, par leur hégémonie, de devenir des forces centrales. C'est ça qui est, à mon avis, c'est ça qui est nouveau. Et alors, la sincérité des uns et des autres, j'en sais rien, mais on voit très bien, et vous parliez d'Hidalgo, je pense qu'Hidalgo, au fond, c'est un socialisme post-chute du mur très social-démocratisant, avec une forme de libertarisme sur les questions de société et un peu d'écologie. Mais au fond, elle est obligée de composer avec des gens beaucoup plus radicaux qu'elle, parce que ça, c'est vrai, ils ont joué avec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils jusqu'ici, ils pensaient, un peu comme les gens dont je parlais quand on parlait, que c'était marginal, que c'était des phénomènes marginaux qui avaient une possibilité électorale, mais qu'à la fin, on ne rentrerait pas dans ces luttes, je ne sais pas, quand ils faisaient du féminisme, ils ne penseraient pas qu'on aboutirait à Alice Coffin. Ils ne pensaient pas que ce serait possible d'aboutir à ça. Et là, ils se retrouvent dans cette situation. Moi, ça me paraît, pour eux, ingérable. C'est-à-dire que maintenant, ils sont dépositaires d'un corps doctrinal pour le coup extrêmement étroit, extrêmement radical, qui ne peut pas intéresser une très grande majorité de Français et d'électeurs. Donc, à mon avis, c'est quand même joué à l'échec. Et ce qu'on voit aussi, et là c'est intéressant dans les séparations que révèle cette alliance, c'est qu'une partie de la gauche se dit on ne peut pas suivre cette dérive, parce que sinon on va finir très peu nombreux et très divisés. Parce qu'en plus, ces luttes intersectionnelles, c'est autant de divisions que par lutte. Donc, Mais je pense qu'enfin, le taux d'abstention record que l'on a connu cette fois-ci, il raconte ça aussi. Oui. Je pense qu'on... toute une partie des jeunes, mais même des jeunes, puisque c'est censé draguer les jeunes, en fait, ces théories. C'est censé draguer les jeunes. Les jeunes ne se sont pas reconnus là-dedans. Ils ne sont pas allés massivement, ils ne sont pas allés voter. Donc, si vous voulez, moi, je crois surtout que la seule chose qu'on crée, c'est un entre-soi total, avec une partie de plus en plus réduite de la population qui va voter. Et moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas, vous voyez, notre président de la République n'a rien trouvé mieux après que de recevoir Justin Bieber, plutôt que de faire un petit peu un mea culpa sur ce qu'avaient été ces régionales, ou en tout cas essayer d'y réfléchir ensemble. Lui, il préfère recevoir des stars, écoutez, tant mieux pour lui, chacun ses goûts. Mais en tout cas, là, on a un vrai problème. Je ne comprends pas en fait que les politiques ne soient pas tous paniqués, parce que quelle est leur légitimité à être élus avec si peu de personnes qui vont voter ? Et moi-même, dans mon entourage, mais le peu de gens que je connaissais qui allaient voter, ont voté blanc. Donc, si vous voulez, là, moi, je serais politique, je serais vraiment terrorisée. Oui, mais la crise moi, je partage votre point de vue, mais la crise de la représentation politique, moi, j'ajouterais la crise de la représentation médiatique aussi, parce qu'il y a aussi un désintérêt d'un certain nombre de médias en disant, et du coup, le succès d'un certain nombre d'autres médias en disant, eux, ils parlent comme nous, on ne nous parle pas, etc. Je pense que cette crise permettrait à la droite de retrouver un certain nombre de ces thèmes. En revanche, la gauche les a abandonnés depuis tellement longtemps. En gros, tout le rôle social qu'elle avait, la laïcité, l'éducation nationale, tout ça, ça fait quand même des années, ça ne date pas d'il y a 2 ans, quoi, ça fait 20, 30 ans. Ça me paraît très, très difficile de le retrouver. Ouais. Et la gauche dite républicaine qu'a incarné Manuel Valls, elle est intéressante sur le plan doctrinal, elle n'a jamais été très représentative dans les urnes, et finalement, on ne voit pas une nouvelle gauche qui s'y reconnaît. Moi, je le déplore, parce que je trouverais ça intéressant. Mais pour le moment, elle a une signification sociale et politique dans le débat public, mais dans le fond du pays, je ne sais pas si elle est une possibilité auquel les gens croient.
À laquelle, pardon? Alors, en tout cas, l'évocation de Justin Bieber a beaucoup... Moi, je croyais que c'était ringard et Justin Bieber. Je pensais que c'était il y a 5 ou 10 ans. A beaucoup aspiré. En tous les cas, il y a certains internautes qui trouvent que, d'ailleurs, ça a été une honte. Bon, je salue par là même Chris Cross, qui nous regarde régulièrement. Une autre question par rapport quand même à ça, pour revenir quand même au thème de cette partie, l'idée d'un front républicain. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas quand même contre-productif, aussi contre-productif qu'un front républicain contre les Le Pen? Ça dépend pour qui l'utilise. Quand Jacob, Christian Jacob, qui devait avoir tout perdu, s'amuse à dire « je demande aux candidats de la République En Marche de retirer leur liste parce que la gauche radicale peut gagner », il s'amuse. Il fait à la République En Marche ce que la République En Marche lui a fait. Donc l'idée de l'intimidation morale, qui est le principe du Front républicain, est utilisée dans ce sens-là. Après, moi, je pense que c'est une formule qui est usée, qui abîme un peu les mots qu'elle emploie, et qui, établit des analogies historiques qui sont hors de propos. C'est-à-dire qu'il y a des menaces contemporaines, il y a des forces politiques plus hostiles que d'autres, mais il n'y a pas... la République n'est pas menacée par les partis qui se présentent aux élections aujourd'hui. D'abord, elle n'est pas menacée parce que dans leur programme, ils ne la menacent pas, et ensuite, elle n'est pas menacée parce qu'ils sont loin de pouvoir gagner. Alors Mélenchon, on est sûr qu'il ne gagnera pas, et Marine Le Pen, moi, j'ai jamais cru qu'elle pouvait gagner, mais depuis 1 mois et demi, on nous expliquait que c'était le cas. Bon, bah là, elle a fait 18%. Je pense qu'en tout cas, pour la prochaine présidentielle, c'est terminé. Donc, c'est un instrument politique qui peut être utile pour celui qui le manipule, mais le principe moral, je trouve, n'est pas du tout adapté à la situation contemporaine. En tous les cas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que les internautes du Figaro qui disent oui à 78%. Mais ils se vengent, parce qu'ils, pour une fois qu'ils peuvent le dire dans l'autre sens, c'est pour ça. Isabelle. Écoutez, sur la question du Front républicain, moi je serais assez en accord avec Vincent Trémollet de Villers, parce que, si vous voulez, le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'on brandit le Front républicain. Et on voit que ça n'a pas empêché, au fond, la progression du Rassemblement national et l'installation du Rassemblement national comme, sans doute, le premier parti de France, c'est sans doute l'abstention, le second, c'est le Rassemblement national. Donc je pense que ça n'a pas fonctionner de ce point de vue. Du point de vue de l'augmentation de l'abstention, je pense que ça a joué aussi, parce que, regardez, quand Renaud Muselier a commencé à dire qu'il allait s'arranger